Mécanicien noir humilié sur la piste, mais la milliardaire est choquée de le reconnaître à la fin. Le soleil de Nice, sur la côte d'Azur, implacable et doré, embrassait la piste de décollage, transformant l'asphalte en un miroir scintillant. Ce n'était pas un jour ordinaire. Sous le rugissement constant des moteurs et l'odeur âcre du kérosène, une tension presque imperceptible planait dans l'air, comme la promesse d'un orage lointain. Entre la danse frénétique des avions et le ballet chorégraphié des équipes au sol, Antoine Dubois se déplaçait avec une grâce inattendue pour un homme de son métier. Antoine n'était pas qu'un mécanicien. C'était un chuchoteur de métal, un déchiffreur de codes mécaniques que peu comprenaient. Ses mains, calleuses et fortes, semblaient avoir une mémoire propre, capable de sentir la mauvaise vibration dans un moteur avant même que les instruments ne l'enregistrent. Ses yeux, d'un brun profond, portaient la sagesse de celui qui avait appris à lire le monde entre les lignes, une compétence forgée dans une enfance où chaque erreur était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Ayant grandi dans les ruelles poussiéreuses d'une île oubliée, Antoine avait appris très tôt que la vie n'offrait pas de seconde chance. Fils d'une femme qui cousait des rêves dans des tissus effilochés et d'un père qui n'était qu'une absence douloureuse, son parcours fut une bataille constante contre l'invisibilité. Il ne devait pas seulement être bon, il devait être extraordinaire pour simplement exister. Et le voilà, au milieu du luxe et de la vitesse, une tache bleu marine dans une mer de costumes coûteux et de robes de créateurs, vivant une vie que beaucoup avaient parié qu'il n'atteindrait jamais. Ce matin-là commença avec la routine habituelle. Antoine arriva avant l'aube, l'odeur du café fort et de la graisse se mêlant à l'air froid du hangar. Il inspecta ses outils, un rituel presque sacré, et révisa les ordres de service. Mais il y avait quelque chose de différent. Un pressentiment, un frisson dans le dos qu'il ne pouvait ignorer. Alors qu'il terminait la vérification de routine sur un cargo, la radio à sa ceinture crépita, coupant le silence avec une urgence inhabituelle. Dubois, hangar VIP Delta 3. J'ai privé de Leclerc Aérospatiale. Priorité maximale. Problème critique. Antoine répondit par un monosyllabe, un « compris » qui effleura à peine la surface de son inquiétude croissante. Il accéléra le pas, le cœur battant à un rythme différent, sans savoir que cet appel n'était pas seulement un ordre de service, mais le prélude à une confrontation qui réécrirait son histoire. Le hangar VIP Delta 3 était un sanctuaire d'opulence, un monde à part où l'air semblait plus raréfié et le silence, plus lourd. Le marbre poli reflétait les lumières artificielles, et les employés, entraînés à sourire sans âme, se déplaçaient comme des ombres. Antoine détestait cet endroit. Ce n'était pas seulement le traitement glacial, mais la sensation suffocante de ne pas appartenir. La couleur de sa peau, son uniforme taché d'huile, son origine humble tout en lui détonnait avec ce décor d'ostentation. En entrant dans le hangar, ses yeux furent immédiatement attirés par le jet argenté de Leclerc Aérospatiale, une machine d'une beauté intimidante, resplendissant sous l'éclairage. Leclerc Aérospatiale était un colosse, l'une des plus grandes puissances en logistique aérienne du continent. Et au centre de toute cette grandeur, il y avait elle, Camille Leclerc. Camille était une force de la nature, une femme qui exhalait le pouvoir et une arrogance presque palpable. Ses talons aiguilles résonnaient sur le sol comme des tambours de guerre, un avertissement silencieux, faites place. Elle ne commandait pas seulement son empire d'une main de fer, elle dominait l'air même autour d'elle. Ceux qui ne s'inclinaient pas devant son statut n'existaient tout simplement pas dans son univers. Antoine s'approcha, sortant sa trousse à outils avec la familiarité d'un chirurgien. Ses yeux parcoururent l'avion, et en quelques secondes, il identifia le problème. Une défaillance du système de pressurisation, quelque chose qu'il pourrait résoudre en quelques minutes, mais qui, si elle était ignorée, pourrait avoir des conséquences catastrophiques en altitude. Mais avant qu'il ne puisse même toucher le fuselage, une voix tranchante l'interrompit, froide comme l'acier. « Vous » Camille fronça le nez, comme si l'odeur de graisse était une offense personnelle. « N'y a-t-il pas quelqu'un, de plus approprié pour ça ? Quelqu'un qui n'a pas l'air de sortir d'une mine de charbon ?» Antoine respira profondément. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de mépris, mais la blessure brûlait toujours. Il était là pour faire son travail, rien de plus. « Je suis le technicien de garde, mademoiselle Leclerc. Je vous assure que je peux résoudre le problème avec la plus grande efficacité, répondit-il, la voix étonnamment calme, un contraste avec la fureur qui bouillonnait dans sa poitrine. Camille laissa échapper un rire court et sec, un son qui semblait fait de verre brisé. Efficacité ? Regardez-vous. Je parie que vous n'avez même jamais volé dans l'un de ces avions, encore moins l'avez réparé. Derrière elle, quelques employés rirent, gênés, mais complices.
Antoine sentit son visage brûler, mais il maintint son regard ferme. Il ne lui donnerait pas le plaisir de le voir briser. « Excusez-moi » murmura-t-il, baissant la tête et s'éloignant. Chaque pas de retour vers la zone technique était un fardeau, lourd comme du plomb. C'était comme revivre toutes les fois où il avait été traité comme moins que rien, pour quelque chose qu'il n'avait jamais choisi, la couleur de sa peau, la simplicité de son origine. Dans la salle de repos, il s'assit en silence, les mains jointes, les serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Au fond de son esprit, une voix résonnait, « Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. » Et pourtant, quelque chose en lui chuchotait que ce jour serait différent. Très différent. L'horloge marquait 10h47 du matin. Alors qu'Antoine tentait encore de retrouver son calme dans la salle de repos, un bruit sec retentit dans le hangar, suivi d'une alarme aiguë et rythmée. Ceux qui riaient encore de l'humiliation quelques instants auparavant couraient maintenant comme des fourmis effrayées. Quelque chose s'était passé, et ce n'était pas anodin. Antoine se leva d'un bond. Par la fenêtre de la pièce, il vit le jet argenté de Leclerc Aérospatiale, toujours sur la piste de roulage. Mais quelque chose n'allait pas. Très mal. Un fin nuage de fumée, avec une odeur acre et métallique, commençait à se former près de l'aile gauche. La maintenance négligée, combinée à l'arrogance de certains, faisait payer son prix dans des moments pareils. Sans hésiter, Antoine prit sa boîte à outils et courut vers le hangar, même sans autorisation formelle. Pour lui, les vies passaient avant la bureaucratie. En s'approchant de l'avion, il aperçut Camille hurlant, exigeant que quelqu'un résolve le problème immédiatement ou ils seraient tous licenciés. Mais aucun des employés, entraînés seulement à la flatterie, ne savait même par où commencer. C'est à ce moment-là qu'Antoine comprit. Il était le seul espoir. Alors qu'il marchait d'un pas déterminé vers le jet, il entendit des murmures. Certains chuchotaient, d'autres tentaient de l'arrêter. « Laisse tomber, Antoine. Tu as déjà été humilié. Ne t'en mêle pas. Tu vas encore te brûler, mon vieux. » Mais Antoine ne s'arrêta pas. Il savait qu'à cet instant précis, des vies étaient en jeu. Peu importait ce qu'on lui avait fait quelques minutes auparavant. Il y avait des principes que même l'humiliation ne pouvait effacer. Arrivé à côté de l'avion, il s'agenouilla pour examiner le problème. Une valve cruciale du système de pressurisation avait été forcée au-delà de sa limite, peut-être par erreur lors d'une maintenance antérieure ou par pure négligence. Si l'avion décollait, la défaillance pourrait provoquer une décompression explosive en altitude, une catastrophe aérienne. Pendant qu'il travaillait, il entendait Camille derrière lui, parlant au téléphone, amener un autre mécanicien. Amener quelqu'un de décent. Celui-là ne va rien faire. Antoine bloqua les mots de sa tête. Le monde autour de lui disparut. Il n'y avait que lui, ses outils et l'engagement qu'il avait toujours eu envers son travail. Quelques minutes plus tard, il réussit à stabiliser le système. Ce n'était pas une solution définitive, mais suffisante pour assurer la sécurité d'un atterrissage d'urgence qui serait nécessaire. Se levant, il regarda directement le pilote, un homme expérimenté au visage pâle. « Ne décollez pas, activez le protocole d'urgence. Vous devez remorquer l'avion vers le hangar immédiatement. » Le pilote, reconnaissant la gravité dans le ton d'Antoine, obéit sans poser de questions. Dès que l'avion commença à être remorqué, la tension dans le hangar diminua. Camille, toujours furieuse, regarda Antoine comme s'il était une pierre sur son chemin. Mais quelque chose d'étrange brillait dans ses yeux, quelque chose comme de l'inconfort mêlé à une vague sensation de reconnaissance. Antoine ne le remarqua pas. Il était trop fatigué pour s'en soucier. Quelques minutes plus tard, les pompiers et les ingénieurs de l'aéroport arrivèrent, analysèrent la situation et confirmèrent, si cet homme n'avait pas agi, cela aurait pu être une catastrophe. La nouvelle se répandit rapidement parmi les employés. Le mécanicien invisible venait de sauver des dizaines de vies, y compris celle de Camille Leclerc elle-même. Mais au lieu d'une reconnaissance immédiate, il n'y eut qu'un silence inconfortable, lourd de honte et de tension. Antoine, en sueur et les mains sales de graisse, se contenta de respirer profondément et de s'éloigner du hangar, souhaitant disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, quelqu'un de très puissant était informé de ce qui venait de se passer. Et cette personne apporterait le tournant qui changerait tout. Dans le luxueux bureau du bâtiment principal de l'aéroport, le téléphone sonna d'un bip discret. À l'autre bout du fil, l'un des gérants parlait d'une voix tremblante. « Monsieur Leclerc, nous avons eu un incident, un grave problème technique sur le jet de Mademoiselle Camille, mais il y a eu une intervention salvatrice. Vous devez voir cela personnellement. »
À l'autre bout du fil, Philippe Leclerc, le patriarche de la famille Leclerc et fondateur de la corporation, fronça les sourcils. C'était un homme d'une présence imposante, aux cheveux argentés impeccablement coiffés et aux yeux qui semblaient voir l'âme de ceux qui croisaient son chemin. Il connaissait bien sa fille, il connaissait sa prétention nourrie depuis sa jeunesse par une vie de privilèges qu'elle n'avait jamais eu à conquérir. Philippe savait que le pouvoir sans humilité était une bombe à retardement. Et maintenant, quelque chose lui disait qu'il était temps d'affronter cette bombe de front. Sans perdre de temps, il enfila sa veste, prit les clés de sa voiture de sport et se rendit personnellement à l'aéroport. Pendant ce temps, de retour au hangar, Antoine tentait de disparaître au milieu de l'agitation. Ses collègues, qui auparavant détournaient le regard, le regardaient maintenant avec un mélange de respect et de honte. Aucun d'eux ne savait comment agir. La vérité était trop inconfortable. Camille, en revanche, ne cachait pas son irritation. Elle était furieuse, non seulement à cause de la panne de l'avion, mais aussi parce qu'elle avait été sauvée par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. Son orgueil blessé palpitait plus fort que la gratitude. C'est dans ce climat de tension que Philippe Leclerc entra dans le hangar. Sa simple présence changea l'atmosphère. Un silence pesant tomba sur tout le monde. Il marchait d'un pas ferme, les yeux attentifs, comme quelqu'un qui absorbait chaque détail. Camille, soulagée de le voir, courut vers son père, espérant trouver du soutien. « Papa, ces incompétents ont failli nous tuer tous. J'ai exigé de l'aide et, commença-t-elle, indignée. Philippe leva la main, l'interrompant net. Ses yeux n'étaient pas sur elle, ils étaient fixés sur l'homme en uniforme taché de graisse, respirant lourdement de l'autre côté du hangar. Ses pas le menèrent jusqu'à Antoine. Arrivé face à lui, Philippe s'arrêta, l'observa attentivement. Quelque chose en lui, endormi depuis des décennies, commença à s'éveiller. « Quel est votre nom » demanda-t-il d'une voix grave. « Antoine Dubois, monsieur » répondit Antoine, gardant le respect, mais sans servilité. Philippe plissa les yeux. Ce nom, ce visage, il y avait quelque chose en lui. C'est alors qu'un souvenir longtemps oublié émergea comme une vague déferlante. Des années auparavant, sur une route pluvieuse de Nouvelle-Aquitaine, un accident presque fatal. Lui, jeune et imprudent, coincé dans la carcasse de la voiture tandis que le feu menaçait de le consumer. Et puis, une femme noire, simple et courageuse, surgit de nulle part. Risquant sa propre vie, elle le traîna hors de la voiture en flammes. Son nom, Sophie Dubois. Et maintenant, devant lui, se tenait son fils. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Philippe sentit le poids du souvenir comme un coup de poing dans l'estomac. Il se tourna lentement vers Camille, dont le sourire commençait à vaciller. « Vous avez humilié cet homme » demanda-t-il, la voix contrôlée, mais coupante. Camille déglutit difficilement. « Papa, je ne savais pas qui il était. » Philippe s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Et si vous l'aviez su? L'auriez-vous mieux traité? Ou le respect humain de base ne vaut-il que pour ceux que vous considérez importants ?» La milliardaire, pour la première fois, resta sans voix. Le hangar entier observait dans un silence absolu. Philippe se tourna vers tout le monde et, d'une voix forte et claire, déclara « Ma fille a échoué en tant qu'être humain. » Cet homme n'a pas seulement sauvé sa vie, mais il représente tout ce que cette entreprise devrait valoriser, la compétence, le courage et l'intégrité. Il regarda de nouveau Camille. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes suspendu de tout poste de direction chez Leclerc Aérospatiale jusqu'à nouvel ordre. Si vous voulez retrouver votre place, vous devrez apprendre de la bonne manière la valeur des gens. » Camille tenta de protester, mais les mots moururent dans sa gorge. Son père venait de faire l'impensable, l'humilier publiquement de la même manière qu'elle avait humilié Antoine, mais cette fois avec justice. Philippe se tourna alors vers Antoine. « Monsieur Dubois, dit-il avec respect, j'aimerais que vous dirigiez un nouveau projet de formation de jeunes talents pour nous. Et, personnellement, je tiens à m'excuser de la manière dont vous avez été traité aujourd'hui. » Antoine regarda Philippe, surpris. Dans ses yeux, il vit quelque chose de rare, de la sincérité. Pas de la flatterie, pas de la condescendance, mais un véritable respect. Calmement, Antoine répondit « J'accepte, monsieur, mais à une condition. Je veux que ce projet s'adresse principalement aux jeunes des communautés qui n'ont jamais eu de chance. » Philippe sourit, ému. « Ce sera fait. » Alors que tout le monde digérait encore ce qui venait de se passer, Camille, humiliée, marchait seule dans le hangar, portant le poids de ses propres choix. Antoine, quant à lui,
marchait dans la direction opposée, non pas avec arrogance, mais avec la dignité silencieuse de celui qui n'avait jamais eu besoin d'humilier qui que ce soit pour prouver sa valeur. Ce jour-là, la justice ne fut pas seulement rendue, elle fut ressentie. Et les cicatrices de l'enfance de deux hommes, l'un qui avait été sauvé par une femme courageuse et l'autre qui portait l'héritage de ce courage, s'unirent finalement pour changer l'avenir. Cette nuit-là, après l'agitation à l'aéroport, Antoine retourna dans sa modeste maison de la périphérie de Nice. Le quartier était simple, les trottoirs fissurés et les lampadaires clignotant comme des bougies dans l'obscurité, mais pour lui, cet endroit était chez lui. Il entra et, comme chaque soir, avant même d'enlever ses chaussures, il se dirigea vers l'étagère du salon. Là, dans un cadre en bois vieilli, se trouvait la photo de sa mère, Sophie Dubois. Sophie souriait sur cette vieille image, vêtue de son uniforme de femme de ménage. C'était un sourire de résistance, d'une femme qui n'avait jamais permis aux circonstances de définir sa valeur. Il prit le cadre dans ses mains et, assis sur le canapé usé, laissa les souvenirs l'envahir. Des années auparavant, dans la campagne de Nouvelle-Aquitaine, la route était détrempée par la pluie qui s'abattait sur la région depuis des jours. Un jeune homme d'affaires, plein d'arrogance et de soif de succès, conduisait sa voiture de sport à grande vitesse. C'était Philippe Leclerc, bien avant qu'il ne devienne une légende dans le secteur de l'aviation. Cette nuit-là, le destin le frappa, il perdit le contrôle du véhicule dans un virage et fit une violente embardée. La voiture se retrouva sur le côté, la carcasse tordue, et le feu commença à se propager lentement depuis le moteur. La plupart des gens, en voyant cette scène, auraient hésité. Ils auraient pensé d'abord à leur propre sécurité. Mais pas Sophie. Elle rentrait d'une longue journée de travail, marchant sur le bord de la route quand elle vit l'accident. Sans hésiter, elle courut vers la voiture. Elle ignora les flammes qui commençaient à lécher les portières, les craquements du métal se pliant sous la chaleur. Avec une force qui semblait venir d'un autre monde, elle réussit à forcer la portière partiellement ouverte. Philippe, inconscient, était coincé par sa ceinture de sécurité. Sophie lutta contre la peur, le tira de toutes ses forces et le traîna loin du véhicule, quelques instants avant que l'explosion ne consume tout dans les flammes. Quand les pompiers arrivèrent, ils les trouvèrent tous les deux au bord de la route, elle essayant de le réveiller, trempé jusqu'aux os, les mains brûlées, mais avec un regard de pure détermination. Philippe n'oublia jamais ce moment. Il tenta de retrouver Sophie après l'accident, mais elle, humble et méfiante, refusa toute récompense. Elle dit qu'elle avait fait ce que toute personne décente devrait faire, même si le monde le rendait rarement. Elle retourna à sa vie simple, éleva Antoine seul, lui enseignant que la grandeur d'une personne ne se mesure pas par des titres ou des richesses, mais par des actes de courage et de bonté. Peu importe s'il ne te voit pas, mon fils, disait-elle. Ce qui compte, c'est que, le moment venu, tu fasses ce qui est juste, même si personne n'applaudit, même si personne ne le reconnaît. Antoine grandit avec cette philosophie gravée dans sa poitrine. Chaque vis qu'il serrait, chaque moteur qu'il révisait, chaque avion qu'il sauvait de la panne était un hommage silencieux à la femme qui lui avait enseigné la valeur de l'intégrité. De retour au présent, Antoine passa ses doigts sur le bord du cadre, le cœur lourd, mais serein. La journée à l'aéroport avait été dure, l'humiliation, la colère, l'orgueil blessé. Tout cela pulsait encore sous sa peau. Mais il y avait aussi quelque chose de plus grand, le sentiment que l'histoire de sa mère avait enfin trouvé justice. Philippe Leclerc avait reconnu la dette, reconnu le courage. Et Camille, eh bien, Camille allait maintenant commencer sa véritable éducation, une leçon que même tous les milliards du monde ne pourraient acheter. Antoine regarda de nouveau la photo de sa mère et sourit. « Je n'ai pas fui aujourd'hui, maman, murmura-t-il. Je suis resté debout. » Remettant le cadre à sa place, il s'assit dans son vieux fauteuil à bascule, laissant la nuit bercer ses pensées. Demain serait un nouveau jour, un jour où il commencerait à construire quelque chose d'encore plus grand, un héritage d'opportunités pour ceux qui, comme lui, venaient de lieux où personne n'attendait rien et qui pourtant avaient tout donné. Le soleil n'était même pas encore levé quand Antoine arriva à l'aéroport le lendemain. Les lumières froides des lampadaires éclairaient encore la piste, et le vent glacial de l'aube soufflait sans pitié. Mais il marchait d'un pas ferme, sentant un nouveau poids sur ses épaules. Le poids de la responsabilité. Ce n'était pas seulement ce qui s'était passé la veille, c'était ce qu'il ferait de l'opportunité qui lui avait enfin été donnée. Philippe Leclerc, dans sa conversation directe et sans détour, avait été clair: construis quelque chose dont tu aurais eu besoin quand tu étais jeune, Antoine. Je ne veux pas d'un projet de façade. Je veux quelque chose de réel.
Ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'il traversait le hangar vide, n'entendant que le grincement de ses bottes sur le sol. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine ne se sentait pas invisible. Mais cela ne le rendait pas arrogant, au contraire, cela lui faisait ressentir encore plus l'urgence d'honorer l'histoire qu'il portait en lui. Dans le bureau qu'on lui avait cédé une petite pièce, sans luxe, mais silencieuse, Antoine s'assit devant une vieille table en bois et commença à écrire. Il notait des idées, les barrait, les réécrivait. Il pensait à chaque garçon et chaque fille qui pourrait être atteint. Des jeunes comme lui, à qui on avait appris à ne pas rêver trop grand. Rêver était dangereux quand le monde insistait pour vous rappeler votre place. Mais maintenant, Antoine voulait changer cela. Ce ne serait pas un projet d'assistance sociale ou un autre beau programme pour impressionner les investisseurs. Il voulait quelque chose de pratique, quelque chose qui donnerait vraiment des outils pour que d'autres brisent le cycle de la pauvreté et des préjugés. Alors qu'il griffonnait ses idées, il entendit de légers coups à la porte. C'était Thomas, l'un des rares collègues qui, en coulisses, l'avait toujours traité avec respect. « J'ai appris ce qui s'est passé hier, » dit Thomas, entrant sans cérémonie. « Tu as marqué l'histoire ici, mon ami. » Antoine se contenta de sourire en coin, sans vanité. « Je n'ai encore rien fait. Ce qui compte commence maintenant. » Thomas s'assit en face de lui et, après quelques secondes de silence, dit « Si tu as besoin d'aide, je suis partant. » Ces mots simples et sincères réchauffèrent le cœur d'Antoine plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Ayant été habitué à se battre seul pendant si longtemps, il avait presque oublié ce que c'était d'avoir quelqu'un à ses côtés. Avec l'aide de Thomas, Antoine commença à structurer le programme, des cours techniques de maintenance aéronautique, des formations pratiques à l'aéroport même, des mentorats avec des professionnels expérimentés, le tout gratuit pour les jeunes des communautés défavorisées. Mais plus il planifiait, plus il réalisait l'ampleur des obstacles. Il ne s'agissait pas seulement de logistique ou de budget, il s'agissait de résistance. Une résistance invisible, mais palpable, d'une élite habituée à garder les portes fermées. Certains aux dirigeants de l'aéroport, qui avaient toujours flatté Camille, ne voyaient pas d'un bon œil l'idée de mêler l'entreprise à des jeunes pauvres. Des commentaires malveillants commencèrent à circuler. Des regards de mépris réapparurent dans les couloirs. Pour beaucoup, Antoine restait juste le mécanicien. Un après-midi, alors qu'il présentait son plan à un petit groupe de directeurs, il ressentit de plein fouet le malaise. Les questions venaient chargées de venin déguisé. Pensez-vous vraiment que ces jeunes ont la capacité d'opérer des machines aussi complexes? Ne serait-il pas préférable de se concentrer sur ceux qui ont déjà une base éducative plus solide? Chaque mot était comme un couteau essayant de couper les racines du projet avant même qu'il ne naisse. Antoine répondit à chaque provocation avec fermeté, sans perdre son calme, car il savait mieux que quiconque dans cette salle de quoi ces jeunes étaient capables si on leur donnait une chance équitable. Mais la tension atteignit son paroxysme lorsque, en sortant de la réunion, il trouva Camille debout dans le couloir. Elle le regarda avec une expression difficile à déchiffrer, un mélange d'orgueil blessé et quelque chose qui ressemblait, pour la première fois, à du remords. « Ne pensez pas que cela change quoi que ce soit entre nous, » dit-elle d'une voix tendue. Antoine la regarda un instant en silence avant de répondre, « Je ne fais pas ça pour vous, Camille, ni pour votre père. Je le fais pour ceux qui viennent après moi. » Et il passa devant elle, laissant ses mots résonner dans le couloir vide. Cette nuit-là, de retour chez lui, Antoine réfléchissait à tout cela. Il était fatigué, oui, mais aussi plus déterminé que jamais. Il reprit la photo de sa mère et parla à voix basse, « Ils essaieront de nous arrêter, maman, comme ils l'ont toujours fait. Mais maintenant, j'ai une histoire à raconter, et je ne suis pas seul. » Le lendemain, il retournerait à l'aéroport, non seulement en tant que mécanicien, non seulement en tant que survivant, mais en tant que quelqu'un qui commençait, enfin, à changer son propre monde. Les premières semaines du nouveau projet furent un mélange d'espoir et de tension. Tandis qu'Antoine et Thomas luttaient pour former les groupes et organiser les formations, les murmures de résistance se transformèrent en véritables blocages, des demandes de matériel retardées sans explication, des salles réservées qui n'étaient soudainement plus disponibles et même des communications internes qui semblaient saper la crédibilité du programme surgissaient presque tous les jours. C'était une guerre silencieuse menée en coulisses, et Antoine savait qu'il y avait une intelligence derrière ce sabotage. Camille, toujours blessée par l'humiliation publique, tentait de récupérer son influence par tous les moyens. Un matin, Antoine arriva au hangar principal et découvrit une scène désolante. Le laboratoire de formation qu'ils avaient monté avec tant d'efforts établi, moteur démonté, pièces didactiques avaient été vandalisées. Outils cassés, fils coupés, équipements détruits. Au centre de la pièce,
Un seul mot tagué en peinture rouge, faux. Antoine resta immobile quelques secondes, fixant cela. Ce n'était pas seulement une destruction physique, c'était un message, un avertissement. Thomas arriva peu après, s'arrêtant à côté de lui, le visage empreint d'incrédulité. « Tu crois que c'était elle ?» Antoine ne répondit pas immédiatement. Il sentit le poids de la responsabilité s'enfoncer encore plus sur ses épaules. C'était comme si le monde lui criait d'abandonner, d'accepter que certaines barrières ne seraient jamais brisées. Il respira profondément, ferma les yeux un instant et répondit d'une voix ferme, peu importe qui c'était. « Nous allons reconstruire. » Et ils commencèrent. De leurs propres mains, ils réparèrent ce qu'ils purent. Ils nettoyèrent ce qui était possible. Ils demandèrent des dons d'outils à de petits mécaniciens de la région. Chaque vis récupérée était un acte de résistance silencieuse. Au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de jeunes, au courant de l'incident, apparut au hangar pour offrir son aide. C'étaient des enfants de femmes de ménage, de chauffeurs, de cuisiniers de l'aéroport. Des gens simples qui voyaient en Antoine non seulement un mécanicien, mais une espérance vivante qu'ils pouvaient être plus que ce que le monde leur disait qu'ils étaient. Ils travaillèrent ensemble jusque tard dans la nuit, éclairés seulement par des lampes de poche improvisées. Il y avait un esprit là, quelque chose qu'aucun sabotage ne pourrait détruire. Mais la véritable épreuve restait à venir. La semaine suivante, une inspection surprise fut programmée par la haute direction. Officiellement, ce ne serait qu'une évaluation de sécurité du nouveau programme, mais Antoine savait que c'était un piège. S'ils trouvaient la moindre faille, la moindre irrégularité, ils auraient le prétexte parfait pour tout arrêter sous prétexte d'efficacité. La nuit précédant l'inspection fut tendue. Antoine ne dormit presque pas. Il révisa chaque détail du projet, vérifia chaque équipement, consulta tous les documents. Au fond, il savait qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur sa compétence. Il aurait aussi besoin de quelque chose qu'il avait cultivé toute sa vie, le courage d'affronter l'injustice de front. Le jour de l'inspection, les directeurs arrivèrent en cravate et avec des blocs-notes à la main. Parmi eux, dissimulé au fond du groupe, se trouvait Camille, observant tout avec des yeux froids. L'inspection fut méticuleuse. Il mesurait, notait, chuchotait. Antoine resta ferme, répondant à chaque question avec clarté, présentant chaque étape du projet comme quelqu'un qui défend non seulement un travail, mais une cause de vie. À la fin de l'inspection, l'un des directeurs, connu pour être particulièrement cruel, referma son bloc-notes d'un claquement sec et dit à voix haute pour que tous entendent, malgré les efforts, il est évident que ce programme ne respecte pas les normes minimales de sécurité requises pour une opération en zone restreinte. Je recommande sa fermeture immédiate. Le coup tomba comme un coup de poing dans l'estomac d'Antoine. Autour de lui, les jeunes qui participaient au projet baissèrent la tête, vaincus. C'était injuste, c'était cruel, c'était exactement le genre de lâcheté que sa mère lui avait toujours dit de combattre. Et à ce moment-là, quelque chose en lui refusa d'accepter en silence. Il fit un pas en avant, regarda le directeur droit dans les yeux et, d'une voix chargée d'émotion et de fermeté, parla. « Vous pouvez fermer ce programme aujourd'hui. Vous pouvez détruire ce hangar à nouveau. Vous pouvez répandre des mensonges. Vous pouvez me renvoyer, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas effacer la vérité. Chaque jeune qui est passé par ici a appris plus en quelques semaines qu'en des années à être ignoré par vos politiques élitistes. Chacun d'eux est la preuve vivante que la compétence n'a ni couleur, ni nom de famille, ni compte en banque. » Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Pendant un instant, personne ne sut comment réagir. Mais alors, au fond du hangar, un son timide se fit entendre. Des applaudissements. 1, 2, 3 personnes commencèrent à applaudir. C'étaient les employés les plus humbles, les invisibles, les oubliés. En quelques secondes, le hangar entier résonna d'applaudissements. Ce n'était pas pour la formalité d'un projet, mais pour la vérité d'une lutte que, pour la première fois, quelqu'un osait mener à voix haute. Les directeurs, mal à l'aise, murmurèrent entre eux et partirent en hâte. Camille resta immobile, le visage rigide, son orgueil de nouveau blessé. Mais cette fois, Antoine ne la regarda pas. Il regarda les jeunes autour de lui, Thomas, les mécaniciens vétérans qui souriaient maintenant sincèrement. Là, dans ce désordre d'outils et de rêves rapiécés, il trouva quelque chose qu'aucune inspection ne pouvait mesurer, une véritable espérance. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'inspection, mais la tension planait toujours dans l'air comme une brume épaisse. Antoine restait ferme, maintenant le projet actif avec le soutien de ceux qui le pouvaient,
mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que la décision finale ne tombe comme une sentence. Au fond, il sentait que la vraie bataille n'avait pas encore commencé. À la fin de cet après-midi-là, alors qu'il terminait d'ajuster un moteur avec 2 des apprentis, il entendit son nom être appelé à la radio interne. « Antoine Dubois, veuillez vous présenter immédiatement à la salle de conférence principale. » La voix était sèche, protocolaire, sans place pour l'interprétation. Antoine s'essuya les mains sur le chiffon sale, respira profondément et se dirigea vers le bâtiment administratif. Alors qu'il marchait, les regards des employés l'accompagnaient, certains avec espoir, d'autres avec pitié. Dans le couloir, il croisa Camille, qui lui lança un regard glacial. C'était comme si elle savait déjà ce qui l'attendait. En arrivant à la salle de conférence, il trouva un environnement formel, presque hostile. À la tête de la longue table en bois sombre se trouvait Philippe Leclerc. À ses côtés, assis avec des expressions fermées, se trouvaient des membres du conseil d'administration de la compagnie. Antoine resta debout, droit, attendant. Philippe s'éclaircit la gorge et, sans détour, commença, « Monsieur Dubois, nous avons analysé la situation. Nous sommes au courant du sabotage, de la résistance interne et des efforts déployés pour maintenir le programme en vie. Nous avons également été informés des résultats de l'inspection et des protestations des employés. » Le silence était absolu. Chaque mot semblait peser des tonnes. « Maintenant, continua Philippe, le regardant droit dans les yeux, il nous appartient de prendre une décision, et il vous appartient de faire un choix. » Antoine resta ferme. Il ne demanderait pas de faveur, il ne supplierait pas. C'était contre tout ce que sa mère lui avait enseigné. Il attendait simplement, digne. Philippe se leva alors, s'approcha de lui et, d'une voix forte pour que tous entendent, dit, « Je vous offre 2 options, monsieur Dubois. La première, mettre fin au projet maintenant en échange d'une promotion personnelle. Un poste de direction, un salaire à 6 chiffres, la stabilité. Vous pourrez changer votre vie pour toujours. La seconde, maintenir le projet en vie, affronter la résistance, risquer votre carrière et éventuellement être écrasé par un système qui n'accepte pas facilement les changements. » Antoine sentit le poids de la proposition. C'était tentant. Après tout ce qu'il avait traversé, après des années à être ignoré, méprisé, il pourrait enfin s'assurer une sécurité, un confort, un statut. Il suffisait de céder, il suffisait d'abandonner ceux qui croyaient en lui. Il suffisait de se trahir lui-même. Il ferma les yeux un instant et, dans son esprit, vit le visage de sa mère. Il entendit sa voix douce, « Courage, mon fils. Courage, même quand personne ne regarde. » Il ouvrit les yeux, rencontra le regard de Philippe et, sans hésiter, répondit, « Je choisis le projet. Je choisis de me battre. Je ne suis pas ici pour sauver ma peau. Je suis ici pour ouvrir la voie à ceux qui viennent après moi. » La réponse résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Certains directeurs secouèrent la tête, désapprobateurs. D'autres se contentèrent de soupirer, comme quelqu'un qui assiste à un choix difficile par pure obstination. Mais Philippe, l'homme qui, des années auparavant, avait été sauvé par une femme courageuse au bord de la route, sourit. Un petit sourire, presque imperceptible, mais chargé d'une fierté authentique. Il tendit la main à Antoine et dit, « Alors, bienvenue, monsieur Dubois, dans l'équipe de ceux qui ne plient pas. » L'impact fut immédiat. Philippe se tourna vers le conseil et annonça, « À partir d'aujourd'hui, le programme de formation est officiel. Et toute résistance interne à son encontre sera traitée comme un sabotage grave. Ceux qui veulent rester, qu'ils s'adaptent. Ceux qui ne veulent pas, les portes sont ouvertes pour partir. » Le sol sembla trembler sous beaucoup dans cette salle. Antoine, cependant, resta ferme, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la victoire. Pas une petite victoire personnelle, mais une victoire collective. L'ouverture d'une nouvelle route là où il n'y avait auparavant que des murs. En sortant de la salle de conférence, il trouva Thomas qui l'attendait dans le couloir. Un simple regard suffit pour qu'ils sourient tous les 2. La guerre était loin d'être terminée, mais cette bataille-là, il l'avait gagnée. Antoine retourna au hangar sous le ciel de fin d'après-midi teinté d'orange. Chaque pas qu'il faisait était un rappel vivant que les rêves, lorsqu'ils sont nourris par le courage et la dignité, ont des racines plus fortes que n'importe quelle tempête. Il savait que des défis viendraient encore, que des regards de travers le suivraient toujours, qu'ils essaieraient encore et encore de le faire tomber. Mais il savait aussi, avec la certitude de celui qui a survécu au mépris et au feu, que tant qu'il y aurait un jeune qui croirait, tant qu'il y aurait une mère qui enseignerait le courage à son enfant,
l'avenir n'appartiendrait pas aux arrogants. Il appartiendrait à ceux qui osaient rêver et ne renonçaient pas. La nouvelle que le projet de formation avait été officialisé se répandit dans l'aéroport comme une traînée de poudre. Certains employés célébrèrent discrètement, d'autres se révoltèrent ouvertement, mais personne, absolument personne, ne resta indifférent. Au centre de la tempête se trouvait Camille Leclerc, désormais privée de l'autorité qu'elle avait toujours considérée comme son droit de naissance. Pour elle, l'humiliation publique infligée par son propre père avait été une blessure profonde. Mais l'approbation du projet était un coup encore plus dur. C'était la confirmation que son pouvoir n'était pas absolu, que même tout le système ne s'inclinerait pas devant l'argent ou le nom de famille. Le lendemain matin, Philippe Leclerc convoqua une réunion générale dans le hangar principal. Tous les employés furent obligés d'y assister. Personne ne savait exactement ce qui allait se passer, mais la tension était palpable, presque suffocante. Antoine, debout à côté de Thomas et des jeunes apprentis, sentit son cœur battre fort, mais non par peur, c'était de l'anticipation. Lorsque Philippe entra dans le hangar, accompagné de Camille, le silence tomba comme une lame. Elle marchait la tête haute, mais l'éclat altier dans ses yeux avait disparu. Il était visible pour tous qu'elle savait ce qui était sur le point de se produire. Philippe monta sur une petite estrade improvisée et, sans détour, commença à parler. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour corriger une erreur. Une erreur de valeur, une erreur de caractère, une erreur qui, si elle n'est pas exposée et affrontée, condamnera notre avenir en tant que corporation et en tant qu'être humain. » Les mots, prononcés d'un ton grave, résonnaient sur les murs du hangar. Philippe se tourna alors vers Camille et, devant des centaines d'yeux attentifs, dit « Camille Leclerc, vous avez déshonoré l'héritage de cette entreprise. Vous avez oublié que le respect est la première exigence pour diriger. Vous avez humilié un homme honnête par préjugés et arrogance, et vous avez non seulement échoué en tant que gestionnaire, mais vous avez échoué en tant qu'être humain. » Un murmure parcourut la foule. Camille se mordit la lèvre, essayant de garder son calme, mais ses yeux commençaient déjà à briller de larmes contenues. Philippe poursuivit sans pitié, « À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement destitué de tout poste de direction dans cette entreprise. Vous travaillerez désormais dans le programme de formation, sous la supervision directe de Monsieur Antoine Dubois, jusqu'à ce que vous prouviez avoir appris la valeur du travail digne, de l'humilité et du respect. » L'impact de ces mots fut immédiat. Le hangar explosa en murmures et en regards choqués. Camille, l'héritière milliardaire, serait désormais subordonnée à l'homme qu'elle avait publiquement humilié. C'était plus qu'une punition. C'était une leçon publique qui resterait gravée à jamais. Antoine resta immobile. Intérieurement, il ressentait un mélange complexe d'émotions. La justice, oui, mais aussi un poids énorme. Il n'y avait aucun plaisir à voir quelqu'un être rabaissé ainsi, mais il y avait la certitude que, finalement, les choses étaient faites de la bonne manière. Philippe conclut son discours par une dernière phrase puissante, « Personne n'est si grand qu'il ne puisse être appelé à rendre des comptes, et personne n'est si petit qu'il ne puisse être reconnu pour sa dignité. » Sur ce, il descendit de l'estrade et quitta le hangar, laissant Camille et Antoine devant tout le monde. Pendant un long moment, ils restèrent là, se regardant. Elle, les larmes coulant enfin sur son visage maquillé. Lui, avec la sérénité de celui qui connaissait le poids réel de la dignité. Camille s'approcha alors lentement, s'arrêta devant lui et, d'une voix étranglée, dit « Je me suis trompé. » C'était peu, presque rien. Mais pour Antoine, c'était un début. Il se contenta d'acquiescer, sans rancune, mais aussi sans renoncer à sa position. Maintenant, elle devrait apprendre, non pas avec de belles paroles, mais avec un travail acharné, jour après jour, en affrontant la réalité qu'elle avait toujours ignorée. Alors que la foule commençait à se disperser, Antoine regarda autour de lui. Il vit les jeunes apprentis sourire. Thomas, les yeux brillants de fierté. Les employés les plus humbles retenant leurs larmes. Il ne s'agissait pas seulement de lui, il ne s'agissait jamais de lui. Il s'agissait de tous les invisibles qui, ce jour-là, furent enfin vus. Il savait que la route à venir serait encore longue, pleine d'obstacles et de luttes. Mais il savait aussi, avec la certitude de celui qui a survécu au mépris et au feu, que tant qu'il y aurait un jeune qui croirait, tant qu'il y aurait une mère qui enseignerait le courage à son enfant, l'avenir n'appartiendrait pas aux arrogants. Il appartiendrait à ceux qui osaient rêver et ne renonçaient pas. Dans la vie, la justice n'arrive pas toujours au bon moment. Parfois, elle marche lentement, trébuchant sur des obstacles invisibles, esquivant les regards préjugés, traversant des déserts de silence et de solitude. Mais elle arrive.
Et quand elle arrive, son impact transforme non seulement la vie de celui qui a souffert, mais aussi de ceux qui ont assisté en silence à l'injustice. Antoine Dubois n'a pas seulement gagné pour lui-même. Il a ouvert des portes qui sont restées fermées pour des générations avant lui. Avec courage, dignité et respect, il a prouvé que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans la richesse héritée, ni dans le nom de famille imprimé sur un uniforme de luxe, mais dans les choix qu'elle fait quand personne ne regarde. Camille Leclerc, pour la première fois de sa vie, a dû descendre de son piédestal doré et affronter la réalité qu'elle avait toujours feint de ne pas voir. Sous la direction d'Antoine, elle entamera un voyage difficile, non de pouvoir, mais de croissance réelle. Et tous ces jeunes qui auraient auparavant été écartés sans un second regard ont maintenant l'opportunité de voler plus haut qu'ils n'auraient jamais osé rêver. La piste d'atterrissage qui auparavant ne voyait que des départs et des arrivées, ce jour-là, a assisté à la naissance de quelque chose de bien plus grand, la naissance d'un avenir où le courage, la justice et la dignité ne seraient pas des exceptions, mais la règle. Un avenir où, enfin, la vraie valeur des personnes pourrait être reconnue et non ignorée. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas simple spectateur. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en soi. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres, et ensemble, nous pouvons construire un pays plus juste et égalitaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes, qui inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui ne lâchent rien. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.